Et si l'Organisation mondiale de la santé obtenait le pouvoir de décider de la gestion des pandémies à la place de toutes les nations concernées? C'est ce qu'une proposition de l'administration Biden pourrait amener à l'avenir. Quelle est la plus grande inquiétude à ce sujet? Des tensions se font sentir entre l'Australie et la Chine, qui déclarent avoir identifié des avions militaires australiens survolant la mer de Chine méridionale. Pékin exige qu'un média basé en Israël retire une interview d'un responsable taïwanais et menace d'abaisser les liens diplomatiques avec Israël si le média refuse. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Récemment, l'Organisation mondiale de la santé a avancé l'idée d'un traité mondial sur les pandémies. Ses détracteurs affirment que cette proposition pourrait priver les pays de leur souveraineté et avoir un impact direct sur leur économie. L'administration Biden a proposé ces amendements en janvier. S'ils sont adoptés, ils donneront au directeur général de l'OMS l'autorité unilatérale de déclarer une urgence de santé publique dans n'importe quel pays sur la base de n'importe quelle preuve citée par le directeur. Il pourrait aussi décider de la réponse aux pandémies futures. Cette décision intervient alors que la crédibilité de l'organisation a déjà été remise en question suite à son apparente conformité avec la dissimulation initiale par la Chine de l'épidémie de Covid-19 à Wuhan. Quel est le lien entre la Chine et l'OMS ? Examinons d'abord l'homme qui occupe actuellement le siège le plus élevé de l'OMS, le directeur général. Lors de son élection en 2017, des médias ont rapporté que Tedros était soutenu par la Chine. Nous n'avons pas pu confirmer ce fait de manière indépendante, mais juste après sa victoire, Tedros a déclaré aux responsables chinois qu'il conduirait l'OMS à coopérer davantage avec la Chine, réitérant l'adhésion de l'organisation au principe d'une seule Chine. Il s'agit d'une politique qui reconnaît Pékin et non Taïwan comme le seul gouvernement légal de la Chine. Il y a 50 ans, Taïwan a été exclu de l'OMS après que les Nations Unies ont changé leur politique en faveur du gouvernement communiste de la Chine. Le Parti communiste chinois considère l'île comme une province dissidente, d'où le principe d'une seule Chine, bien qu'elle n'ait jamais été dirigée par le parti. À l'heure actuelle, Taïwan ne peut pas devenir membre de l'OMS et s'est récemment vu refuser la possibilité de participer aux conférences de l'OMS en tant qu'observateur. Cela a entraîné des difficultés pour Taïwan dans la lutte contre la pandémie. L'Organisation mondiale de la santé a également été critiquée pour sa réponse à la première épidémie du virus fin 2019. En tant qu'organisme de santé mondiale, l'OMS est chargée d'alerter les États membres en cas d'urgence majeure de santé publique. Et ce, en déclarant un événement comme une urgence de santé publique de portée internationale. Mais un rapport du Congrès américain indique que l'OMS ne l'a pas fait au début de la pandémie, alors qu'elle disposait des informations nécessaires pour prendre cette décision. Le rapport émane de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants. Il s'agit d'une enquête sur la dissimulation de Pékin et les faux pas de l'OMS dans la gestion du virus. Le rapport donne quelques exemples. Tout d'abord, Taïwan. L'île a averti l'OMS des cas de virus en Chine dès décembre 2019. Elle a également alerté l'OMS qu'il y avait des risques de transmission interhumaine. La seule réponse que Taïwan a obtenue est que l'information avait été transmise aux experts de l'OMS. 2 semaines plus tard, l'organisation a publié un communiqué indiquant que les autorités chinoises n'avaient trouvé aucune preuve de transmission interhumaine. Et ce, bien que l'OMS soit tenue d'examiner de tels rapports et de partager ses conclusions avec les États membres. Taïwan affirme que l'OMS a ignoré ces avertissements en raison de l'influence de la Chine. La Chine est un État membre et un donateur et elle s'est opposée à plusieurs reprises à l'adhésion de Taïwan. Le 22 janvier 2020, l'OMS a trouvé des preuves de transmission interhumaine, mais le directeur Tedros a décidé de ne pas déclarer d'urgence de santé publique. Au lieu de cela, il s'est rendu à Pékin 5 jours plus tard. Sur place, il a fait l'éloge de la gestion du virus par le régime chinois. Tedros a qualifié la prétendue transparence de Pékin de très impressionnante et au-delà des mots. Il a également déclaré que Pékin était en train d'établir une nouvelle norme en termes de réponse aux épidémies. Une semaine plus tard, l'OMS a finalement fait une déclaration. Elle a déclaré l'épidémie comme une urgence de santé publique de portée internationale. Les États-Unis, gouvernés à l'époque par Donald Trump, ont vite pris des mesures. Le lendemain, Washington a mis en place une interdiction de voyager et a restreint les voyages en provenance de Chine. Mais Tedros a fait valoir que l'interdiction de voyager n'était pas nécessaire en disant qu'elle allait interférer avec les voyages et le commerce international. À l'époque, la Chine avait déjà enregistré des centaines de décès et des dizaines de milliers d'infections dues au virus. Les autorités ont interrompu les vols à destination de Wuhan, l'épicentre de l'épidémie. Mais des millions de citoyens chinois continuaient à voyager à l'étranger. En février, l'OMS a de nouveau félicité Pékin. Malgré la dissimulation du virus par Pékin, l'organisation a déclaré que la Chine protégeait la communauté mondiale et l'a félicité pour avoir, je cite, « créé une première ligne de défense plus forte contre la propagation à l'échelle internationale ».
Et même si le virus s'était déjà propagé pendant des semaines dans le monde entier, l'OMS n'a pas déclaré la pandémie avant début mars. À ce moment-là, le virus s'était déjà propagé dans plus de 100 pays et avait causé plus de 120 000 cas. La Chine a déclaré mardi que son armée avait identifié des avions militaires australiens survolant la mer de Chine méridionale et qu'elle les avait avertis de partir. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a évoqué l'incident lors d'une conférence de presse à Pékin. Les avions militaires australiens constituent une menace sérieuse pour la souveraineté et la sécurité de la Chine. La réponse et les mesures prises par l'armée chinoise sont professionnelles, sûres, raisonnables et légales. Cela s'est produit quelques jours seulement après que l'Australie a déclaré qu'un avion de chasse chinois avait intercepté un de ses avions de surveillance militaire dans la même région. Le ministère australien de la Défense a révélé ces détails dimanche. Il a expliqué qu'un avion de chasse chinois avait intercepté un avion de surveillance militaire australien dans la région de la mer de Chine méridionale en mai dernier. Le ministre de la Défense, Richard Marles, a déclaré que l'avion chinois a volé très près de l'avion australien et a libéré un paquet de paillettes contenant de petits morceaux d'aluminium. Ces débris ont ensuite été ingérés dans le moteur de l'avion australien. Marles a déclaré à ABC que, je cite, « De toute évidence, c'est très dangereux. La Chine revendique un territoire sur la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale. Mais selon une convention des Nations Unies, la zone est considérée comme faisant partie des eaux internationales et les États ne peuvent pas la contrôler légalement à des fins de sécurité. » Pékin exige qu'un média basé en Israël retire une interview d'un responsable taïwanais et menace d'abaisser les liens diplomatiques avec Israël si le média ne s'exécute pas. La semaine dernière, le Jerusalem Post a publié une interview du ministre des Affaires étrangères de Taïwan, Joseph Wu. Dans cet entretien, Wu conseillait aux autres pays d'être très prudents lorsqu'ils font des affaires avec la Chine. Yaakov Katz, le rédacteur en chef du Jerusalem Post, a déclaré que peu après la publication de l'interview, il a reçu un appel téléphonique de l'ambassade de Chine. On lui a dit de retirer l'article dans lequel il a dit que la Chine rompra ses liens avec le Jerusalem Post et dégradera ses relations avec l'État d'Israël. Mais Katz a dit que l'article, je cite, « ne va nulle part ». Les États-Unis sont le plus proche allié d'Israël, mais l'Israël a une relation économique étroite avec la Chine, l'un de ses plus grands partenaires commerciaux. Selon des reportages locaux, le gouvernement israélien a ordonné à ses diplomates de ne pas inviter de responsables taïwanais à des événements locaux ou de ne pas participer à des événements organisés par Taïwan. Quant à l'article sur Taïwan, il semble que le long bras de Pékin n'ait pas pu faire tomber l'article, mais qu'il ait attiré l'attention internationale. Un nouvel ajout dans une liste de lecture a suscité un débat. Elle fait partie du programme d'études des lycées chinois. L'histoire dépeint un membre du Parti communiste chinois, ou PCC, tuant sa femme, invoquant la raison de la cause révolutionnaire du parti. L'histoire se déroule dans la Chine d'avant 1949, avant que le Parti communiste ne prenne le pouvoir. L'auteur de l'histoire raconte que son grand-père travaillait pour le PCC et collectait des fonds sous forme de lingots d'or pour financer l'armée du régime. Mais la grand-mère de l'auteur a pris les lingots d'or et s'est enfuie. Son grand-père n'a pas pu l'arrêter, alors il l'a tuée. Et l'histoire a suscité un autre type d'attention après avoir été publiée sur les réseaux sociaux. Les réactions des internautes ont afflué, l'un d'entre eux la décrivant comme un style d'écriture purement fabriqué. Un autre a accusé le PCC d'essayer de laver le cerveau des élèves, écrivant « Ils façonnent vos enfants avec la nature du PCC dès leur plus jeune âge, les forment à être un membre du Parti communiste chinois plutôt qu'un être humain. » C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve lundi pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.